and how deaf studies meet digital studies. The example is Hong Kong. And we will hear a conference from Fiorenza Gamba. Fiorenza Gamba is a specialist in digital studies. She works from an anthropological point of view on these questions, and she has different disciplinary backgrounds. She's PhD, she has a PhD in philosophy, a PhD in sociology, an habilitation in anthropology, and a habilitation in communication sciences. So you see a little bit all the time she has had to study. That brings together a very fruitful combination of thinking, and I'm very happy to be with you here today and to hear your conference. I give you the floor, please. Thank you very much. My presentation today is in French. Sorry. And I think that I can start. Alors, je commence. Bonjour à tout le monde. Je veux commencer bien pour présenter la thématique avec une photo que je pense que vous pouvez voir. Aujourd'hui, je vais parler de l'espace urbain symbolique et digital dans la ville d'Hong Kong et surtout dans l'usage le co-usage de ces trois dimensions spatiales dans le contexte du deuil et de la commémoration. Alors, ce que vous voyez dans l'image, c'est une photo d'un très connu photographe, Michael Wolf, excusez-moi, un photographe allemand qui a beaucoup travaillé à Hong Kong, mais aussi vécu à Hong Kong. Et cette photo fait partie d'une série qui s'appelle Architecture of Density. Et ça montre très bien la concentration de l'usage de l'espace à Hong Kong. C'est une photo, donc ce n'est pas une reproduction réelle de la réalité, ou alors très, comment dire, précise, mais ça donne bien l'idée de comme l'espace à Hong Kong, c'est quelque chose de très précieux et surtout de très difficile à gérer. Aussi dans le cas de l'espace de commémoration et du deuil. Alors, la présentation en anglais, c'est Mobile Cities and Mourning Rituals, Urban, Symbolic and Digital Space in Hong Kong. Ça donne vraiment l'idée de la thématique que je vais aborder. Pour vous dire les thèmes et les points que je vais présenter ce matin, tout d'abord, il s'agit de la transformation des représentations de la mort dans les sociétés contemporaines. C'est une transformation qui est surtout, comment dire, une transformation face à la mobilité et qui est l'une des, comment dire, des catégories importantes de notre société contemporaine. Et c'est une transformation, celle qui concerne les représentations de la mort, qui n'est pas seulement liée aux sociétés occidentales, mais aussi envisage les sociétés orientales. Et là, c'est l'intéressant de voir les points en commun et les points des différences. Les numériques et l'usage des technologies numériques pour la commémoration, c'est un aspect intéressant pour voir comment l'espace de commémoration se transforme avec la technologie. L'espace physique qui a toujours été utilisé, à savoir l'espace urbain, se transforme vraiment dans la commémoration et dans les exigences aussi qui ont les sociétés contemporaines dans un espace numérique. Ce qui a des conséquences aussi dans l'espace symbolique de la commémoration. Et on va voir comment cet espace de mémoire et de commémoration, avant, c'était un trajet entre un lieu physique, comme nous a bien montré Pierre Nora, dans un lieu physique, un lieu symbolique de mémoire. Maintenant, avec la technologie numérique, cet espace de la mémoire n'a pas
n'a plus un trajet si linéaire, mais il trouve dans le numérique, dans l'espace numérique, un moment de transformation des commémorations symboliques, mais aussi un moment presque, comment dire, matériel, physique du travail de deuil, des ritualités et de transformation, d'activité de la mémoire. Donc là, c'est un aspect qui est important et intéressant à voir. Ces transformations qui concernent toute nos sociétés, toute notre manière de commémorer, on la peut observer de manière paradigmatique dans la ville d'Hong Kong, où l'espace urbain ressent des problèmes typiques du mégalopole et du mégalopole chinois, et essentiellement le manque d'espace, la grande mobilité et les problèmes en conséquence qui s'étendent aussi à l'espace des commémorations. Le cas spécifique que je veux présenter aujourd'hui, c'est le cas des iGeneration, que c'est un service conçu par Anthony Yuen qui se propose de résoudre en raison d'une offre alternative numérique et écologique à la commémoration traditionnelle dans une mégapole aussi densément peuplée comme c'est la ville d'Hong Kong. Enfin, l'exemple de iGeneration montre de manière très évidente les contradictions et les difficultés qui sont présentes dans nos sociétés contemporaines, non seulement en Asie, mais aussi en Europe, par exemple, face à un moment important dans l'existence des personnes, à savoir la mort, ou la recherche des sens et de construire un espace de mémoire, c'est vraiment fondamental pour pouvoir revenir à la normalité, à la vie normale. Donner donc un sens à la mort exige donc de surmonter et de reconfigurer les effets de que la mobilité nous présente dans un cadre qui est pourvu de sens. Voilà. Comme je disais, les représentations de la mort dans les sociétés contemporaines connaissent des changements très profonds qui sont dus au contexte économique et technologique qui est très dynamique. Ces représentations sont aussi multiples et souvent contradictoires, en particulier dans les sociétés occidentales. D'une part, on assiste à la disparition et à la dissimulation de la mort en tant qu'effet social, et d'autre part, la mort, par contre, est individualisée et devient une partie intégrante d'un récit beaucoup plus ample qui implique directement les sujets en tant qu'être fini et également lui s'impose d'un devenir responsable, surtout en ce qui concerne le fait de se faire charge de toute l'organisation, pas seulement de son moment de départ, mais aussi de toute la gestion de la ritualité qui concerne la mort. De même, cette dimension existentielle de la mort qui concerne tout le monde remet en question des aspects qui sont des aspects religieux et transcendantaux. Elle est confrontée à des aspects entièrement pratiques aussi, qui sont toutefois capables de transformer non seulement les pratiques de la mort et de mourir, mais aussi les représentations et la signification symbolique plus profonde. Cette transformation continue est souvent ambiguë des représentations et typiques des sociétés occidentales, dont la contradiction et l'incertitude sont des figures reconnues. Cependant, les sociétés orientales montrent également des signes évidents des transformations dans ce domaine, car l'immuabilité présumée des représentations et des rituels de mort qui sont normalement attribués révèle à l'analyse des changements fondamentaux. Les éléments traditionnels de la religiosité, par exemple les cultes des ancêtres et aussi une conception animiste de la nature,
se heurte ou alors se rencontre au contexte économique particulier ainsi qu'aux problèmes spécifiques des grands mégalopoles, dont les principaux sont la surpopulation et par conséquence des problèmes de circulation et de pollution. Enfin, et là c'est une spécificité des sociétés orientales, c'est l'utilisation généralisée des technologies numériques dont les pays asiatiques sont à la fois les principaux producteurs et les principaux utilisateurs, qui jouent un rôle important dans la vie quotidienne de ces pays et aussi dans leur manière de pratiquer ces rituels de commémoration. Cela, on peut l'observer, par exemple, au Japon, où les cultes des morts et des ancêtres, c'est un culte géré par surtout géré par les institutions religieuses et qui utilise beaucoup les technologies numériques pour rendre pas seulement plus facile, mais aussi pour éviter des grands déplacements des gens et des personnes et offrir à tout le monde la possibilité de suivre toutes les étapes très complexes de pratiquer les cultes des ancêtres. Et cela se conjugue aussi avec tous les problèmes de mobilité qui les sociétés orientales aussi montrent, donc tous les problèmes de déplacement pour les commémorations, que l'usage de ces ritualités numériques, vraiment sa gestion numérique de la commémoration permet de quelque manière de franchir. C'est aussi un changement par rapport à la conception de l'espace, tant de l'espace urbain que de l'espace de commémoration. Là, c'est vraiment l'idée que, comme avant, c'était la pratique d'un espace urbain bien défini, où les commémorations, les rituels avaient lieu. Ces pratiques numériques vont de quelque manière libérer des espaces physiques et transférer cet espace dans les contextes numériques. Dans certains cas, c'est une opération, on peut dire, assez facile. D'autres cas, comme on va voir dans le cas de Hong Kong, plus complexes, plus compliqués. Et c'est vraiment pour essayer d'offrir un service à mesure de satisfaire les besoins des gens, des endeuillés à Hong Kong, que les services iVeneration a été conçu par Anthony Wen dans le but d'offrir vraiment une alternative numérique et écologique à la commémoration traditionnelle. Les services proposent bien sûr la crémation et les placements des cendres dans un columbarium, ainsi que l'accès à une plateforme en ligne et un système de, on peut l'appeler, moi j'aime pas trop ces termes, mais c'est pour nous comprendre, des réalités virtuelles grâce auxquelles les proches peuvent commémorer les disparus dans n'importe quel lieu où ils s'y trouvent. Alors, il y a normalement en thanatologie, il y a une séparation, une différenciation entre la manière de pratiquer, de produire des rituels de commémoration ou des rituels funèbres en rapport à des différents contextes culturels. Lui, Vincent Thomas, qui était le père fondateur de la thanatologie, avait séparé et fait la différence entre la manière, comment dire, plus naturelle, plus respectueuse des morts, mais aussi de la nature, qui avait les sociétés traditionnelles de faire des rituels de commémoration, opposés à la manière occidentale,
aux pratiques occidentales qui étaient définies par, on peut l'appeler une idéologie productiviste, où il ne s'agit pas seulement d'organiser de manière très productive les funérailles et les rituels, mais aussi de rythmer de manière très serrée les parcours de deuil et des reprises des vies normales. Comme on sait très bien, dans nos sociétés occidentales, on n'a pas vraiment le temps pour s'éloigner et se séparer des morts. On est obligé de les faire très, très rapidement. On peut penser, et les sociétés orientales nous offrent la possibilité qu'il y a aussi une autre manière de faire le deuil, de pratiquer les rituels des commémorations. Et c'est une histoire, l'approchement des pratiques rituelles en Asie avec le numérique, très intéressant. L'élément plus important, c'est vraiment les cultes des ancêtres qui oblige dans quelque manière à avoir des phases et des étapes qui conduisent vraiment à une transformation de l'état des morts et des cadavres à l'état vraiment des ancêtres. Avec quelques différences. Au Japon, pour des questions religieuses, au Japon, pour le shintoïsme, de quelque manière, a peut-être facilité le fait d'accueillir le numérique, qui est, je pense pas par hasard, géré par les institutions religieuses. Et donc, la crémation, c'est quelque chose de normalement accepté sans problème, pendant que en Chine, la pratique de la crémation appartient à une imposition que l'État a mise en place pour éviter toute une série de problèmes donnés par des croyances populaires. Et bien sûr, en ce moment, la crémation, c'est la pratique la plus diffusée, mais ce n'est pas complètement, c'est pas bien accepté parce que pour les Chinois, les parcours pour devenir des ancêtres passent pour l'inhumation du cadavre. Et donc, la crémation est bien sûr acceptée parce qu'elle est imposée, mais comment dire, conserve encore un lieu qui, de quelque manière, ressemble à un cimetière. Et les columbariums ont ces états, ces statuts intermédiaires entre la manière traditionnelle de l'inhumation et la manière utilisée avec la crémation. Donc, cette spécificité qui a la Chine, on peut la retrouver, bien sûr, dans une ville comme, excusez-moi, une ville chinoise, même si c'est une ville chinoise très, très spéciale, comme c'est la ville d'Hong Kong, qui montre toute une série de problématiques qui combinent ensemble la dimension urbaine, et donc la difficulté de gérer l'espace urbain, et la dimension symbolique de la mémoire qui va vraiment s'enraciner et s'ancrer dans cette difficulté urbaine d'avoir de l'espace disponible. J'aimerais bien m'entendre sur toute l'histoire de l'imposition de la crémation en Chine, mais je pense qu'on peut réserver cette partie historique très, très intéressante d'après moi, mais peut-être que ce n'est pas la bonne occasion pour la développer, peut-être plus tard. Ce que c'est intéressant pour présenter
les cas spécifiques d'Hong Kong, c'est vraiment de voir sa situation très compliquée du point de vue de la gestion de l'espace. Quand on pense à l'espace oriental, pour nous, c'est vraiment, pour nous occidentaux, je me permets d'utiliser cette expression, mais c'est vraiment un effort cognitif et culturel très important parce que c'est une idée de l'espace complètement différente. Par exemple, dans les textes d'Agustin Berg sur l'espace au Japon, on voit comme les contrastes dans l'usage de l'espace, c'est quelque chose plutôt naturel. Si on pense à la ville de Tokyo, on a des jardins traditionnels où la possibilité de se recueillir est totale, mais on a aussi la place de Shibuya, que c'est, je pense, l'un des lieux les plus où la concentration du numérique et de stimulation visuelle est la plus haute dans le monde. Donc, des grands contrastes dans l'utilisation de l'espace. À Hong Kong, il y a aussi cette définition qui montre très bien comment l'espace est utilisé. On parle d'espace vertical, on a vu dans la photo de la présentation de Michael Wolff, cette architecture de la densité où vraiment la possibilité de faire vivre des gens dans des maisons, des appartements est possible seulement si on pense avoir un espace qui s'étend en vertical et pas en horizontal. Seulement pour donner quelques données, la partie du territoire d'Hong Kong constructible s'élève à environ à 60%, contre une population estimée en 2020 qui est de 7 488 800 habitants. Donc, c'est une grande densité. La densité moyenne par kilomètre carré est de 6 000 habitants et dans certains endroits, il arrive à 40 000 habitants dans certains zones. Donc, c'est vraiment une ville où la densité est vraiment très importante. Et la nécessité première, alors, c'est de libérer de l'espace vital. Le gouvernement de Hong Kong a pensé à des solutions pour le faire et c'est ce qu'ils appellent la solution des cavernes. C'est bizarre, si vous voulez, c'est paradoxal quand on pense à, comment dire, à éliminer les morts dans leur lieu habituel, qui est vraiment les sous-sols, et donner ces lieux, ces cavernes, qui sont dans la partie de la ville des collines, pour faire des activités des vivants, par exemple, activités administratives, sport et d'autres typologies d'activités. Donc, ces cavernes sont des espaces qui ne sont pas encore tout réalisés, mais une grande partie, oui, pour essayer de reprendre, d'avoir un petit peu de liberté, de se sentir mieux à l'aise dans la ville d'Hong Kong. Ici, je vous montre d'autres photos, toujours de Michael Wolff, par rapport à la densité. C'est quelque chose qui, pour nous, pour moi au moins, ça me frappe beaucoup parce que ça donne vraiment l'idée d'étouffer dans des appartements comme ça. C'est vraiment l'uniformité. Il n'y a pas la différence, la possibilité de reconnaître l'individualité de la maison, mais de l'appartement, mais c'est vraiment une uniformité incroyable et le fait d'être
dans une situation de grande densité. Ici aussi, une autre photo qui donne bien l'idée. Comme je disais avant, ce sont des photos qui, comment dire, exagèrent encore non, la situation, parce qu'on n'a pas les rapports avec la ville, mais ça donne vraiment l'idée de comment l'espace, c'est quelque chose de très précieux. Ici, peut-être, on voit mieux comme il y a des grandes concentrations des bâtiments, des gratte-ciel, et d'autres qui sont inutilisés. On voit les collines où justement les cavernes, les grottes sont proposées pour essayer de résoudre quelques problèmes qui concernent l'espace urbain. Et il ne s'agit pas seulement d'un problème qui concerne l'espace urbain en général ou l'espace des habitations. C'est un problème qui concerne aussi l'espace urbain des commémorations. La crémation est pratiquée, donc c'est un aspect qui arrive comment dire, à trouver une solution pour jusqu'à un certain moment pour le manque d'espace, mais on sait qu'on utilise aussi les columbariums, donc un espace doit en tout cas être dédié aux morts. Ce que cette solution ne résout pas, ce sont les questions des occupations de l'espace public dans le sens de la mobilité et environnementale, dans le sens que les gens se déplacent beaucoup pour commémorer les morts, pour se rendre au columbarium et pour pratiquer les cultes des ancêtres. Ce qui produit dans la ville beaucoup de problèmes de circulation, beaucoup de problèmes de pollution dus à la circulation, mais aussi dû à le fait que les offrandes sont brûlées. Donc, ça produit des moments de pollution vraiment importants. La commémoration numérique, surtout dans la proposition des cas exemplaires de High Veneration, mais ce n'est pas le seul, apporte une solution qui c'est aussi une solution à des problèmes de circulation et de pollution. On n'est pas plus obligé de se rendre, ou alors on est vivement conseillé de ne pas se rendre au columbarium, et on peut faire le même dans ce dispositif numérique qui permet de suivre toutes les étapes pour vraiment respecter les cultes des ancêtres. High Veneration, c'est vraiment un exemple d'ouvrir un nouveau espace symbolique de commémoration. Il suit les mêmes principes d'autres sites numériques, mais il a aussi des nouveautés qui sont intéressantes pour la question de l'espace et aussi pour l'espace de commémoration des morts. Voilà. Je pense que j'aimerais me connecter. Ah, voilà. Ici, c'est un exemple, une présentation que l'inventeur de High Veneration, Anthony Yuan, a fait pour montrer de quoi s'agit-il, qu'est-ce que c'est sa proposition et en quoi c'est différent par rapport à d'autres comment dire, dispositifs numériques pour la commémoration des morts. Alors, la première chose, c'est que la société, l'entreprise s'occupe aussi de la crémation. Donc, ils suivent tous les parcours. Ce n'est pas seulement un site comment dire, qui s'occupe de la commémoration. Non, ils s'occupent de la crémation et aussi les étapes qui suivent. Alors, ils ont un site avec comment dire, une iconographie et une offre des services qui est laisser
des phrases, laisser des bougies, et faire des offrandes, comme ça, qui est très, on peut dire, très simplifié du point de vue de l'image, mais offre aussi la possibilité, à travers les casquets qu'on peut voir, de vraiment produire un environnement totalement immersif pour être comme au columbarium et faire tous les pas, tous les rituels que normalement on pratique dans un lieu physique. Qu'est-ce que on pourrait dire le bénéfice d'après l'inventeur de iVeneration? Ben, c'est le fait vraiment d'offrir un parcours numérique total qui peut éviter complètement d'utiliser l'espace urbain des commémorations. C'est une pensée qui produit beaucoup de chocs parmi les Chinois et au moment n'est pas encore totalement réalisé. C'est quelque chose de relativement nouveau. Il a présenté cette invention en 2017 ici à Genève où il était, comment dire, lauréat d'un prix pour ce service numérique. Donc, c'est quelque chose de vraiment récent. Mais l'ambition, on pourrait dire, c'est vraiment d'arriver à éliminer l'occupation des columbariums dans une ville comme Hong Kong et arriver à porter la crémation vers la dispersion des cendres qui au moment présent n'est pas pratiquée. Est-ce que cette proposition a un succès? Est-ce que c'est beaucoup diffusé? Ben, comme d'habitude, dans la pratique des rituels de commémoration en ligne, c'est vraiment très difficile de pouvoir recueillir des données très, très précises parce que c'est quelque chose de difficile à mesurer. Ce qui est sûr, c'est une proposition qui va vraiment impacter, pas seulement avec des aspects pratiques, l'utilisation de l'espace urbain, mais aussi avec l'idée de vraiment des constructions de l'espace de commémoration, donc d'un espace symbolique qui est très enraciné dans une ville comme Hong Kong, une ville chinoise, dans le fait de pouvoir pratiquer toutes les étapes pour arriver à satisfaire les cultes des ancêtres. Pendant que les préoccupations et les conditions contemporaines montrent que la nécessité de l'espace est toujours importante de la dédier aux vivants plutôt qu'aux disparus. Ce qui nous met en face à une question vraiment de partage des destinations de l'espace, de penser à des espaces alternatifs qui voient dans des propositions de ce genre des propositions intéressantes. Ce qui met en mouvement une offre de ce type, c'est vraiment la possibilité de changer une composition symbolique de la commémoration et de l'idée de produire la mémoire et, en ce contexte particulier, le culte des ancêtres, que c'est quelque chose de très important, de très enraciné, des choses que c'est important de respecter. iVeneration présente aussi un paradoxe. D'un côté, c'est quelque chose qui, comment dire, suit de manière tranquille l'offre des ritualisations numériques qui est déjà bien diffusée en Chine. Et comme je disais avant, c'est quelque chose qui est pas mal géré par l'État parce que c'est vraiment une nécessité, c'est quelque chose que les personnes sont invitées à utiliser parce que ça
résoudre un nombre de problèmes, mais il s'agit aussi de quelque chose qui, comment dire, va à briser, à rompre cet lien fort avec les ancêtres. Donc, c'est quelque chose qui, pour l'instant, c'est intéressant d'étudier, à voir. 5 ans, ce ne sont pas vraiment très peu, mais on doit, je pense, attendre à voir effectivement comme une solution de ce type, et que ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié au monde numérique, mais c'est lié aussi au monde urbain, va se développer. L'intéressant, je pense, c'est vraiment l'idée d'hybridation que cette pratique nous montre, dans le sens qu'elles tiennent ensemble et essayent de résoudre et de transformer des aspects très physiques, très concrets, et des aspects aussi très spirituels, très religieux aussi, et liés à une dimension totalement différente. Donc, l'exemple d'Hong Kong et de cette thématique de la mort numérique qui est aussi présente dans la ville, c'est un exemple, un cas, on pourrait dire paradigmatique, qui est très spécifique, nous permet d'identifier très bien la Chine et sa manière d'envisager l'aspect de l'usage du numérique par rapport à la commémoration. Mais c'est quelque chose qui peut être élargi à toute la manière de commémorer et la nécessité, la possibilité d'utiliser le numérique pour le faire. La pollution, la surmobilité et l'exploitation de l'espace urbain sont très présentes en Asie, mais aussi en Europe. Et dans les contextes occidentaux, ce sont aussi des problèmes qui montrent leur importance. Surtout la mobilité, c'est un aspect qui concerne tous les pays, tous les continents, qui montrent comme le fait de se déplacer, d'être dans des lieux différents, d'être obligé à ne pas avoir un lieu fixe de vie, offre au numérique la possibilité de garder cette nécessité symbolique de commémorer les morts. C'est aussi une redéfinition de l'espace des commémorations qui devient vraiment un espace homogène pour reprendre à contrario la définition d'Eliade. L'espace des commémorations, c'était traditionnellement un espace sacré, donc non homogène, dédié de manière spéciale à la commémoration. Aujourd'hui, le numérique le montre très bien, l'espace de commémoration devient un espace homogène. Cela veut dire que c'est un espace pas spécifiquement dédié à la commémoration, mais qui peut être vraiment une solution très satisfaisante pour les endeuillés. Et naturellement, cela va changer aussi, à modifier, à transformer les représentations de la mort qu'on a de manière toujours moins séparée, moins différente, malgré les différentes confessions religieuses dans les mondes contemporains. Je pense, je ne sais pas combien de temps j'ai utilisé, mais je pense que je peux m'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ici, il y a une bibliographie, je ne sais pas si petite ou pas petite, qui est évidemment à disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pour cette présentation claire.
est extrêmement challenging, on dit en France, défiant, voilà. On a une possibilité d'avoir une discussion avec nous, qui est Nicolas Bayer-Lafitte, professeur de sciences de société, sciences, technologie et société. Voilà, ces choses-là. Comment que ça passe mieux quand je parle. Alors, Nicolas, tu prends ton temps pour discuter cette présentation. Merci beaucoup, Sandro, de la présentation. Et, yes. On va faire. Si je fais ça, je vais tout arrêter. Hein. Non, c'est du quoi? Si je fais arrêter le partage d'écran. C'est vrai? Ok. Ah ouais, ça garde la caméra. Ok. Peut-être qu'on va le. Comme ça. Ça, on te voit plusieurs fois, mais je trouve ça fait un effet. Le micro, il est ici, c'est ça? Le micro, c'est la disque. Ah, ok. Comme ça, les gens t'entendent. Ok, super. Bon, merci beaucoup, Sandro, de la présentation et merci beaucoup, Fiorenza, de cet exposé extrêmement clair, bien structuré et qui nous embarque dans un univers des questions vraiment passionnant. Et comme le disais, je crois avoir été bien choisi comme discussion parce que, comme Sandro disait, professeur de sciences, technologies, société, toutes ces choses-là, effectivement, toutes ces choses-là sont bien présentes dans cet exposé. Et du coup, je voudrais proposer une lecture depuis… Pardon, j'ai eu un petit… Je voudrais proposer justement une lecture depuis la sociologie des sciences et des techniques et de l'innovation de la présentation pour rebondir sur certains points qui m'ont paru particulièrement stimulants, particulièrement parlants en tant que chercheur de questions d'imbrication entre changements technologiques, changements sociétaux et changements d'espace aussi. Donc, je vois un peu la présentation de Fiorenza comme une histoire aussi d'adoption des technologies nouvelles, des technologies numériques. Et on sait bien aujourd'hui, les technologies numériques investissent tous les domaines de la vie, des plus collectifs aux plus intimes. Et en ce sens-là, les pratiques liées